ce serait pour moi l'une des candidatures de trop. Il y a longtemps qu'en tant que personne, et je pense que je traduis là l'opinion de milliers de Camerounais, je me suis exprimée publiquement sur la nécessité pour le président actuel de la République de renoncer à des fonctions qu'il ne peut manifestement pas exercer. C'est de plus en plus visible au fur et à mesure que les années passent. Ça m'a d'ailleurs valu de devoir à un moment quitter le Cameroun et m'exiler. Et je continue d'espérer que le président de la République prendra ses responsabilités à un moment ou à un autre et mettra fin à ce qu'on ne peut pas appeler autrement que l'agonie des Camerounais. Nous n'avons probablement pas le temps ici de revoir, de passer en revue les chiffres, mais quel que soit le domaine de la vie de notre nation auquel vous vous intéressez, vous réalisez que la situation sécuritaire, économique, de santé, éducative est catastrophique. Le chef de l'État en est le premier responsable. Nous sommes dans un État non seulement autoritaire mais hyper centralisé, donc il doit prendre l'entière responsabilité de cette situation. Mais aujourd'hui, il peut faire quelque chose pour nous, effectivement, et c'est, si ce n'est démissionner, à tout le moins ne pas se représenter aux prochaines élections. Il a installé le Cameroun dans un vent de désordre et de délabrement. Oui, je pèse mes mots. Okay. Je pèse mes mots. Je vous laisse poursuivre. Le Cameroun, le président a installé le Cameroun dans un vent de désordre, un pourrissement total. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Est-ce que vous n'avez pas d'argument à ceux qui disent au président de rester plus qu'après lui dans la dictature? Non, il reste pourquoi? Mais justement, ils veulent justement qu'il reste parce qu'ils savent qu'ils dépendent de lui. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Le Cameroun a besoin d'un dictateur pour remettre les points sur les i. C'est-à-dire que le libertinage, la tolérance administrative en n'en plus finir, les désordres en n'en plus finir, l'impunité. Je dis toujours, le prochain président de la République, il doit la faire au Cameroun à la Jerry Rawlings. Souvenez-vous, 1983, 1984, couper des têtes. Non. Parce que nous avons atteint... Voilà. Oui, je suis très sérieux. Nous sommes en télévision. Non, je suis très sérieux, je sais que nous sommes en télévision, et je le dis. Je le dis. Et Biya le sait. Biya lui-même le sait. Vous savez, Biya, et j'ai l'habitude de le dire, il a été plus violent qu'Aïdjo. C'est ce que les Camerounais, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Comment cela? Ben ouais. Vous êtes libre de dire ce soir qu'il faut couper des têtes. Oui. Sur le plan économique, il y a l'ouverture au monde, oui, à la planète. Oui. Il vous manque quoi? Il nous manque l'ordre et la discipline. Parce qu'en fait, on ne construit rien de sérieux dans un pays sans discipline. Sans Donc ordre. le président a eu tort d'être l'un des acteurs de favoriser les lois de 90. Non, ce n'est pas une question de loi. Le président a installé l'indiscipline au désordre intentionnellement. Parce qu'en fait, comme nous parlions du football, comme distraction, c'est ce qu'il a fait avec la tolérance administrative. Et la corruption est le levain du désordre gouvernemental, comme les différents désordres à tous les niveaux. Je prends un simple cas, nous tous nous voyons comment ils prennent de l'argent et puis le logent dans les paradis fiscaux, nous savons ça, c'est le désordre, l'impunité. Prenons simplement le petit Camerounais de base. Quand un individu peut marcher et puis il mange, je ne sais pas, une peau de banane et il la jette. Pour vous, c'est négligeable. Mais dans l'esprit d'un peuple, vous comprenez en fait qu'il y a un boulon qui est desserré. C'est-à-dire que ce désordre de cet individu qui ne comprend pas qu'il faut attendre, il faut garder l'ordure pour la jeter dans la prochaine poubelle, justement, est le reflet de ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la moralité et dans l'éthique sociale. Vous comprenez? Donc, et il y a des échelles, donc, quand vous relevez au niveau de l'État, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'un ministre ne respecte pas le Premier ministre. Un ministre ne respecte pas la parole présidentielle. Quand on pique, on met la main dans la caisse. Donc on voit au sommet, ça va jusqu'en bas. Un moto-taximan qui ne respecte pas le feu. Vous comprenez? C'est en bas, vous voyez. Il faut donc établir un parallèle aussi avec ceux qui dirigent le pays. Mais, Valère, mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin.
ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région, centre, sud et est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais du domaine universitaire, sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud-ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle centre, sud et est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ben oui, centre, sud et est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux, estimé collègue Aboya. On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique Ondoa, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur lui-même, il est du centre, je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Aboya est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur est du centre. Chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de lyrique sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Eba Ebe, chef de département d'économie, est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est pas né, une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du sud. Le vice-recteur, notre collègue, Wonangini, il est du sud. Le doyen de la faculté de médecine est du sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à Cap, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques, Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, M. Sanganyamding. C'est pourquoi c'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qu'il signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis biaï, c'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Tchang, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques du Vélo est du sud. Quand vous allez à Ngaoundé, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques au Nana est du centre. Nous, les Sawa, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je vais dire. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre?
Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive, regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekoumo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Même fois qu'on est comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est évident, il est bourg. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, et vous croyez donc que... Laissez Gaël Mbekam vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autres corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a seulement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon nom, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Si. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent, qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Ces évêques-là sont originaires de ce que Meka a appelé le fief du RDPC. Le Grand Nord. C'est-à-dire les nordistes non musulmans. Voilà leur porte-parole, toi, qui sont contre la candidature de votre chef. C'est quelque chose de très sérieux, posez-vous des questions. Et ça montre que, par contre, Jean Bargassia, lui c'est un naïf. Qu'est-ce que les évêques nordistes sont en train de dire? Ils sont en train de dire que la question de la candidature du président Biya n'est pas la question uniquement du RDPC, elle n'est pas une question interne. Elle est une question hautement nationale. Pourquoi? Parce que c'est comme si on va dans un match où un capitaine d'une équipe, l'arbitre là est le père du capitaine de l'équipe A. Deux équipes font un match à la finale de la Coupe du Monde. L'Argentine contre le Brésil. Et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. L'arbitre peut garder sa neutralité. Non, il ne peut pas. Parce que très bien, ta question est importante. C'est très bien poser cette question-là. C'est très bien de la poser. L'esprit humain n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Paul Biya va... Elle ne bourre pas les unes parce que Paul Biya le lui demande. La Cour constitutionnelle ne fait pas les faux procès parce que Paul Biya le demande. Paul Biya est tranquille. Ce que l'être humain est que dès que c'est toi qui le nommes et le revoque, quand tu veux, il te doit tout. Donc, non, ce n'est pas seulement le peuple des Camerounais, parce que vous parlez de oui, on dit que si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, revoque tout le monde, quand il veut, y compris à la veille des élections, tout le monde ou la majorité là, va travailler pour lui. Ça s'appelle le jeu pipé. On est en train de les évêques disent que depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Et donc, tu as deux alternatives. Ou en mars, l'UPC est en train de réfléchir que on va proposer à Paul Biya un RDPC. On est en train de réfléchir au laboratoire. Comment faire pour résoudre ce problème de la neutralité du système électoral? Il peut aller aux élections, mais avec un système neutre. En allant à l'Assemblée, en changeant les lois qui font la neutralité. Les lois qui font la neutralité, par exemple, on dit n'importe quoi, le laboratoire est en train de travailler, le laboratoire de Henriette Ekouin est en train de travailler, pour proposer des choses comme, on peut faire une commission neutre qui nomme les camps. Quelque chose comme un de ces évêques, le chef des pasteurs, le représentant des musulmans, puis les représentants des partis ayant déjà siégé à l'Assemblée. C'est eux qui nomment les camps. Et c'est eux qui votent. Comme ça, le camp est neutre. Et si Paul Biya veut, même mort, il est candidat. Et là, par exemple, l'UPC va vous faire des propositions. Sa candidature ne vous posera pas de problème. Il ne posera un problème à aucun Camerounais. Ok? Voilà. Deuxième raison.
pour laquelle les évêques en ont marre. Et ça, c'est la principale. C'est que si on parle là, il ne peut pas ne pas gagner. Et ce n'est pas ça un match où on sait déjà que quelqu'un va gagner. Il faut qu'on soit à égalité pour qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième raison, celle-là est universelle. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Il faut savoir que les historiens ont classé les bilans politiques. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser écarter une guerre civile et la laisser là. En tout cas, une guerre civile. C'est pourquoi quand les historiens américains classent le président, le pire c'est Buchanan. Qu'est-ce qu'il a fait? On te demande qu'il a fait quoi? Il a créé la guerre de sécession. En tout cas, si tu es marchand, si on ne dit pas que c'est portement, toi tu as créé. Mais si la guerre civile arrive pendant que tu es là, tu es marchand, tu es dernier. Ce n'est pas seulement parce que les Camerounais souffrent, mes gars. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la première n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Molinex. Les anglophones disent que c'est Molinex qui a, en histoire, on nous a, qui ne s'est pas donné la méthode, les causes lointaines, les causes immédiates. Les causes immédiates de la guerre là, c'est le museau de Molinex. On n'a jamais vu. Il est parti engueuler les gens à Boya. Il a pris la tête des enfants qui avaient grévé. Il a mis dans la rigole. C'est lui et l'autre qui avait organisé l'autre là. Comment on appelle l'autre là? Professeur. Pardon? Professeur, on va se calmer. C'est vous qui avez créé la guerre. Donc pauvre Paul Biya avec ces gens, vous, les mécalez-vous, comme l'agneau disait, comme le loup disait à l'agneau, vous, vos bergers, vous, chez vous, ne nous épargnez guère. Merci. D'accord? Merci. Et vous n'avez pas rendu service à Paul Biya. Aujourd'hui, il traîne ça comme un boulet. Neka. Vous devez savoir quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC. Chef Moulinet, deuxième petit Jaco. Les gens qui gardent le pays avec sa bouche. Merci. Non, professeur. Petit Jaco, Professeur, merci. Merci. Vous avez vu comment Maître Alice Com a réussi à expliquer aux gens que vous pouvez sceller une ONG. Mais au moins vous signifiez. Si vous voulez me sceller, ça me signifie, j'enlève le scellé. Et je ne peux pas perdre un cheveu. Même si elle a attendu au service central. Maintenant, je dis que les gars seront de moins en moins capables de faire les choses parce qu'il faut au moins reconnaître que OBA a quand même fait un minimum, un droit administratif en particulier. Sinon, nous ne gagnerait pas de Bruxelles. Donc, le peu, c'est que son espoir de peu là. L'idée, c'est que nous avons cessé, nous, à l'UPC, on a donc, par rapport à cette affaire, on a des actions ou des paroles en deux directions. Je vous donne la première direction, c'est un parti pour voir que notre lecture, c'est qu'on est en train de réfléchir, ça va sortir. Le problème ici, c'est que vous êtes juge et arbitre. Vous êtes juge et parti. On va vous faire des propositions qui peuvent vous aider à vous débarrasser du statut de juge tant que votre chef est candidat. Maintenant, comme on n'est pas sûr de réussir ça, ce qu'on risque, ce qu'on risque dans ça, c'est une crise sociale grave, c'est-à-dire un conflit civil. C'est-à-dire que c'est ça que l'évêque de Baroua dit en craquant. C'est pourquoi il parle un mot inacceptable. En réalité, il faut comprendre qu'il a craqué. L'évêque de Yagua. Voilà, il a craqué, il n'a pas élaboré un discours, ni une pensée. Il craque. Il a pété un câble. D'ailleurs, il a pété le câble. Et il dit, après ça, il dit Amen. Il a craqué. Bon, mais ce craquage-là montre l'état d'esprit qu'il y a dehors. Ce qu'il y a dehors comme état d'esprit, c'est qu'il y a une cristallisation des diables, des satanistes, des lucifériens du RDPC, qui aussi sont dans ce que les philosophes de la Deuxième Guerre avaient appelé l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de nazis qui avait dit, bon, nous maintenant on a perdu la guerre, mais les Américains l'avaient dit. Vous les attirez. Et l'Américain a sauvé beaucoup de soldats comme ça. Ils sentaient que les gars avec qui vous approchez, ils bombardent, eux aussi meurent. Il y a des gens là, les moulinets, les petits jacos là. Eux, ils savent que demain, ils ne pourront pas survivre dans un pays normal. La survie dans un pays normal pour eux est possible. Et même dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre pied à terre. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit
toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Le scrutin présidentiel à venir opposera deux conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangréné par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées comme à Izeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les deux visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous et qui doivent éclairer votre choix en 2020.